Bienvenue au Desrochers Show, c'est le podcast en immobilier que vous allez préférer, je vous le dis, restez là, ça va être super. Aujourd'hui, on commence avec la base, puis on répond en quelques questions simples. Donc Cynthia, c'est quoi la différence entre un agent immobilier et un courtier immobilier? On se fait poser ça tout le temps, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, depuis les débuts des années 2000, il n'y a pas de différence ici au Québec entre un agent et un courtier immobilier, puisque maintenant, c'est seulement des courtiers immobiliers avec qui on fait affaire. En 2010, il y a une loi qui a passé, la loi sur le courtage immobilier, donc on devait faire affaire avec un courtier obligatoirement. Les agents ont disparu, mais seulement ici au Québec. Donc le Canada, à travers le Canada, ça a peu changé, mais ici au Québec, en 2010, tout ça a changé. Parfait. Deuxième question qui nous vient de Claire Gelcoeur. Quelle est la première étape à faire lors d'un achat? Bien Claire, c'est simple, la première étape à faire lors d'un achat, c'est définitivement le financement. Donc tu dois faire des démarches auprès d'un courtier hypothécaire ou d'une banque, c'est selon, dépendamment où sont tes assets. C'est la première démarche. Tu fais un contact avec cette personne-là qui va établir avec toi ton pouvoir d'achat, va établir un budget, va établir une stratégie aussi selon tes dettes, selon tes revenus. Puis c'est tout simplement ça, la première étape à faire. Tu n'as pas le choix. OK. Puis sur la même lignée, là, on a Caroline qui demande quelles sont les étapes pour un achat. Bien, une fois qu'on a un financement, une préqualification auprès d'une banque ou d'un courtier hypothécaire, ensuite de ça, bien là, on peut commencer à magasiner. Donc, on contacte un courtier immobilier pour savoir c'est quoi nos critères, on établit c'est quoi notre stratégie, c'est quoi les critères aussi qu'on veut regarder comme propriété, soit un condo, une maison, un secteur, un prix, un budget, etc. Ensuite de ça, bien là, on visite. Quand on a trouvé des propriétés qui nous intéressent, on va les visiter. Puis ensuite, ben, on fait une offre d'achat sur celle sur laquelle on a un coup de cœur, tout simplement. Là, on fait une offre d'achat. L'offre d'achat peut contenir souvent soit un délai d'inspection, un délai de financement, avec d'autres conditions qui peuvent être établies aussi, dépendamment de la propriété. Une fois que l'offre d'achat est acceptée, on élimine les conditions une à une, financement, inspection, etc. Puis ensuite de ça, ben, c'est aussi simple que de passer chez le notaire avec le vendeur. Là. Puis je reviens sur un peu ce que tu as dit pour trouver les propriétés. Comment vous faites pour que les gens puissent voir les propriétés qui les intéressent selon les critères qu'ils ont choisis? Bien, en fait, c'est qu'on utilise beaucoup Centris. En tant que courtier immobilier, on utilise beaucoup Centris. On établit des critères dans une plateforme, dans un portail Centris, puis on est capable d'établir des propriétés qui peuvent intéresser tout le monde, puis de les envoyer par courriel pour... Donc, les gens les voient dès la sortie. Exactement. Les gens peuvent avoir des alertes. Aussitôt que la propriété sort sur le marché, il y a une façon d'avoir des alertes pour qu'on le voit tout de suite, cette propriété-là. Pour pas qu'on la manque. Puis finalement, on la reçoit une semaine après, puis il y a déjà une offre d'achat d'accepter dessus parce qu'on est passé à côté. Là. On essaie d'éviter ça, évidemment, avec nos acheteurs. Là. Parfait. Cynthia, c'est Jérémy B. qui nous demande c'est quoi la mise de fonds dont il faut disposer pour un premier achat? Combien ça prend de mise de fonds pour entrevoir un premier achat? C'est sûr que le minimum de mise de fonds, c'est 5 %. Donc, mais là, à partir de là, il y a plein de trucs différents là, qui font en sorte que ça peut être du 5, du 10, du 20, ça peut être entre ça peut être des montants, mais vraiment, le minimum est à 5 %. Si on veut sauver la prime SCHL, qui est quand même pas mal d'argent, il faut mettre un minimum de 20 % de mise de fonds. Mais en bas de ça, c'est possible. Après ça, quand on parle de mise de fonds, souvent les gens pensent que c'est ce qu'ils ont là présentement dans leur compte de banque, mais petite anecdote de qui nous est arrivé dans une situation ensemble, on a des clients chinois qui avaient l'argent qui était encore en Chine. Donc la mise de fonds était disponible, mais pas ici. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont pris cet argent-là et le temps que ça arrive, tout ça, ça arrive souvent aussi, ça m'est arrivé dans des dossiers passés aussi avec la France. Donc, les gens, souvent, là, en France, ils ont leur argent et c'est plus complexe de le faire, de transférer ici. Donc, ça prend un certain temps, mais il y a des délais qu'on peut mettre après ça dans l'offre d'achat là, pour prouver cet argent-là ou quoi que ce soit. Là. On peut s'arranger toujours. Mais c'est sûr qu'au niveau de la mise de fonds, c'est toujours 5 %. Idéalement, c'est de tout le temps voir aussi avec ton expert au niveau de la finance, là, soit courtier hypothécaire ou soit avec ton conseiller bancaire là, pour savoir c'est quoi la mise de fonds qui te représente le mieux dans ton dossier. Puis là, quand tu parles d'acheteurs étrangers, tu parles de gens qui venaient de la Chine ou de la France, il y a une nouvelle loi maintenant qui a passé ici au Québec. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette loi-là concernant les acheteurs
qui doivent ou qui veulent acheter une propriété ici. Comment ça fonctionne maintenant avec les notaires? C'est sûr que présentement, on doit être soit avoir la citoyenneté canadienne ou être résident permanent pour pouvoir avoir le droit d'acheter une propriété. Je sais aussi que il y a eu des petites choses qu'on peut faire maintenant par rapport à l'achat. Je crois que quand on a un permis de travail, c'est possible aussi de faire l'achat d'une propriété, mais le permis de travail doit avoir quand même un certain, je pense que c'est 6 mois de validité là, avant de pouvoir, si c'est moins de ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'achat, mais il faudrait vraiment aller plus en profondeur pour voir ça avec un notaire. Mais oui, il y a des exceptions qui sont possibles, mais c'est sûr qu'idéalement, il faut être soit résident permanent ou bien citoyen canadien. OK. Puis tantôt, tu parlais de la SCHL, la prime de la SCHL. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça représente quoi? Puis peux-tu me donner une idée? Ça peut représenter combien comme montant aussi? OK. La prime SCHL, ce que c'est exactement, c'est qu'en bas de 20% de mise de fonds, ce n'est pas la banque qui prend le risque du dossier, donc dossier de financement, c'est la SCHL où il y a 3 assureurs hypothécaires, donc SCHL, Canada Guarantee et l'autre, le nom m'échappe, mais il y a 3 assureurs, donc ces 3 assureurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le risque du dossier. C'est sûr qu'un risque de dossier ne vient pas sans coût. Donc, eux, ils mettent à l'intérieur de ça une prime, donc un montant d'argent qui est une fois. C'est une prime unique. C'est comme une assurance dans le fond, c'est ça? Exact, c'est une assurance. Okay, c'est pour ça que c'est un assureur hypothécaire, donc il assure ton hypothèque et non pas, tu sais, c'est pas une assurance comme une assurance habitation. C'est vraiment juste qu'eux, ils se prennent une assurance que si jamais il arrive un défaut de paiement, ben ils t'ont chargé ce montant-là dès le jour 1. Donc, dans cette assurance-là, tout dépendant le montant de mise de fonds. Donc, tantôt, je parlais 5, 10, 15%, ça augmente ça diminue la prime. Donc, à 5%, ta prime SCHL est de 4%. À 10%, ta prime SCHL, elle est de 3,10%. Et à 15%, ta prime SCHL, elle est de 2,8%. Fait que si on fait un exemple, mettons, concret, là, juste pour chiffrer ça, sur un achat de 100 000 ou une hypothèque de 100 000, ça peut représenter quoi, mettons? Quand même, le calcul est un peu plus difficile à faire parce qu'on doit faire le montant de la mise de fonds, donc le 100 000 moins le 5% de mise de fonds, plus 4% de mise de fonds. Donc, on va y aller avec un plus ou moins 2 000. Donc, ton hypothèque va arriver peut-être autour d'un 2 000 $ de moins, étant donné qu'on enlève 5% de mise de fonds et on rajoute une prime de 4%. Okay. Donc, ensuite de ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette prime SCHL-là, elle est taxable. Donc, il y a une taxe à payer sur la prime aussi en plus. Donc, c'est pour ça que je disais que ça représente quand même un bon montant, tout dépendant de la mise de fonds qui est mis à l'intérieur du prêt. Là. Puis la taxe, je pense que tu la payes chez le notaire directement. C'est pas Exactement. quelque chose que tu peux financer, c'est vraiment, ça sort de tes poches. Ouais. C'est ça, chez le notaire, donc ça tu payes le montant de la taxe. Ça fait partie des frais de démarrage. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, en plus de payer du notaire, tout ça, tout ce qui vient avec le fait de notarier ce dossier-là, on doit payer en plus de ça Les frais de démarrage, est-ce que tu peux les financer aussi? Ou ça, tu dois avoir l'argent dans tes poches au moment de faire l'achat? Est-ce que les banques considèrent ça ou tu peux l'avoir déjà? Tout dépendant, il faut voir avec vraiment le courtier hypothécaire. Là. D'emblée, ce qu'on voit, non, ce n'est pas finançable, donc on doit l'avoir, mais c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être faites là, qui pourraient faire en sorte que la frais de démarrage pourrait ne pas être disponible ou être en financement. Fait que ça dépend des courtiers ou des institutions, dans le fond. Exact, c'est mieux de voir avec ton courtier hypothécaire. Exactement. OK, cool. Excellent. Comment choisir un bon courtier hypothécaire? C'est Fatia S qui nous demande ça, dans le fond. Nous, on fonctionne beaucoup par référence. On a, avec notre expérience, accumulé beaucoup de contacts. On a des contacts dans toutes les banques. On a des contacts qui sont courtiers hypothécaires aussi auprès de au moins 3 bannières là, que je peux nommer assez rapidement. Là. C'est important de fonctionner par référence. Dans le fond, ces gens-là, on les a accumulés, ces contacts-là, par des références qu'on a eues, par des dossiers qu'on a eus, qui ont bien fonctionné. Donc, on les a comme ajoutés un peu dans nos contacts. Fait que je pense que quand tu choisis un courtier hypothécaire, c'est important de parler à quelqu'un avant ou de vérifier un peu le background de cette personne-là, de savoir où tu t'en vas, parce que cette personne-là peut faire affaire avec certaines institutions financières, mais d'autres non. Fait que c'est important de vérifier aussi où est-ce qu'on s'en va, mais c'est beaucoup par référence, c'est du bouche à oreille, puis c'est des contacts. Fait que quand vous faites affaire avec des professionnels, souvent ces gens-là ont déjà un cercle de contacts établi, puis c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Je pense que ça aide aussi le fait que ça soit une référence, c'est que le travail est peut-être mieux fait entre les deux professionnels. Ben, c'est sûr, certain, c'est sûr. Le contact se fait mieux. Il y a déjà un contact établi aussi entre
la référence et le client. Fait que c'est sûr que on part déjà avec 2 longueurs d'avance, c'est sûr et certain. Cynthia, il y a Marie T qui nous demande s'il est possible d'avoir son propre notaire et son inspecteur en bâtiment. Si on est acheteur, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est le vendeur, le notaire va être choisi par l'acheteur, puisque en partie, c'est lui qui paye les frais de notaire. C'est sûr que le vendeur, lui, a des frais à payer là, lorsqu'il passe chez le notaire, mais c'est vraiment l'acheteur qui va choisir son notaire. Même chose aussi au niveau de l'inspection. Donc, un vendeur, c'est pas lui qui choisit l'inspecteur, mais c'est vraiment son acheteur qui choisit l'inspecteur. Okay. Quand tu parles des frais au vendeur pour passer chez le notaire, c'est quoi exactement? Parce que là, tu sais, tout le monde sait que quand tu es acheteur, tu payes le notaire, les honoraires, etc. Mais quand tu es vendeur, c'est un peu comme inconnu peut-être. C'est quoi les frais que le vendeur a à débourser chez le notaire, mettons? Tu sais, quand je vends ma maison, qu'est-ce qu'il faut que je paye, puis combien à peu près? Peux-tu me donner une idée un petit peu? Bien, c'est sûr que ça va tourner autour de peut-être un 1 000 $ environ, parce qu'il y a des frais qui vont être à payer. La première chose qui me vient en tête, c'est la quittance du prêt hypothécaire. Donc, ça va être à payer. Ensuite de ça, il va y avoir vraiment les recherches, tout ça que le notaire va faire. C'est donc, quoi, quand tu parles de quittance, c'est quoi exactement? Quittance, ça veut dire de briser, pas de briser le prêt, mais d'enlever la garantie qu'il y avait sur ta maison. Donc, quand on a un prêt hypothécaire, la banque prend une garantie, elle enregistre cette garantie-là. Donc, si jamais on est à défaut de paiement, la banque peut reprendre notre propriété. D'enlever cette garantie-là, donc de faire la main levée sur la propriété, ça a un coût, c'est la quittance. Fait que c'est des frais que tu payes à la banque, dans le fond, pour fermer ton hypothèque. Oui, exact. Dans le fond, c'est ça. Okay. C'est pour faire en sorte que on puisse voir comme quoi que la banque elle a plus de garantie sur ta maison. Donc, cette garantie-là est enlevée. OK, cool. Puis, Clara nous demande si une inspection, c'est obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de faire affaire avec un inspecteur agréé? Maintenant, il faut vérifier parce que les inspecteurs sont gérés maintenant par une association. Donc, c'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé parce qu'il y a plusieurs avantages à ça. Dans le fond, c'est que tu vas apprendre à connaître la propriété aussi par une inspection. Fait que l'inspecteur va faire l'inspection, évidemment, vérifier s'il y a des vices cachés. Pas des vices cachés, mais s'il y a des choses qu'il peut détecter. C'est sûr que c'est pas des vices cachés. Un vice caché ne peut pas être détecté par un inspecteur en passant. Là. Donc, l'inspecteur va faire une inspection visuelle de la propriété. Exact. Il va essayer de trouver des indices qui peuvent peut-être pointer vers des vices cachés, mais c'est pas tout le temps possible. Mais il va aussi faire le tour avec toi de la propriété et te montrer comment la propriété fonctionne, que ce soit le chauffage, que ce soit l'échangeur d'air, comment nettoyer le filtre, etc. Fait que tu apprends beaucoup sur ta propriété en faisant une inspection. Ça peut coûter à peu près, je te dirais, en moyenne, là, entre 700 et 800 $, dépendamment si c'est un condo, dépendamment si c'est une maison à étage, s'il y a plusieurs chambres, dépendamment de la grosseur de la propriété aussi. Donc, environ 700 à 800 $. C'est fortement recommandé de le faire. En fait, nous, on recommande tout le temps à nos clients de le faire. Des fois, il y en a qui décident de ne pas le faire parce que c'est un condo récent, c'est une maison neuve, etc. Il y a des aspects qui font en sorte qu'on ne fait pas inspecter une propriété, puis c'est correct, c'est leur choix. Par contre, on le recommande. Donc, 800 $ pour apprendre à connaître notre propriété, mais aussi pour voir s'il y a des bobos, pour possiblement aussi négocier le prix par la suite, parce qu'une inspection, c'est ça aussi. Fait qu'on trouve des bobos de la propriété, on peut utiliser ça pour négocier le prix d'achat. Donc, selon moi, c'est un no-brainer. Là. C'est fortement, très, très fortement recommandé de le faire. Là. Parfait. Puis, je voulais juste savoir, tu disais une inspection visuelle, admettons qu'on voit sur un mur des traces peut-être d'eau ou on voit avec une caméra thermique de la moisissure, tout. Est-ce que l'inspecteur peut ouvrir les murs ou est-ce qu'il peut faire des trous? L'inspecteur ne peut pas ouvrir des murs, ne peut pas rien dévisser techniquement. Par contre, il peut recommander une expertise plus poussée auprès d'un professionnel. Exemple, pour le taux d'humidité que tu mentionnes, il y a un appareil qui peut utiliser pour déterminer le taux d'humidité. Par contre, s'il y a un problème en arrière du mur, sur la fondation, où le drain français est terminé, ben là, il faut faire une expertise un peu plus poussée, soit par un plombier ou une personne qui est qualifiée pour ça. Donc, c'est en faisant l'inspection, on apprend des choses qui font en sorte qu'on peut pousser l'inspection plus loin ou dans l'offre d'achat demander que finalement, on accepte la propriété, mais on veut que tel
test soit fait, et puis on négocie le prix en conséquence par après. Là. Puis quand on parlait d'inspection de condo, c'est sûr que condo, on parle d'une bâtisse avec plusieurs propriétaires. Est-ce qu'on fait une inspection du bâtiment? Est-ce qu'on fait une inspection de seulement notre condo? Comment ça fonctionne au niveau de l'inspection? Habituellement, une inspection de condo, c'est la partie privative, donc l'intérieur du condo lui-même. On peut demander à l'inspecteur qu'il fasse l'inspection de la bâtisse au complet. C'est quand même très rare qu'on voit ça. Ça peut se faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la bâtisse extérieure appartient à la copropriété. Donc, on n'est pas responsable, techniquement, en guillemets, on n'est pas responsable de la partie extérieure, on est responsable de la partie intérieure. Donc, si, exemple, les fenêtres coulent, ben c'est la copropriété au complet qui paye. Donc, on est responsable de notre quote-part, notre partie par rapport à la grandeur de notre condo, le ratio de notre condo sur l'immeuble. Il y a un ratio là qui fait en sorte qu'on va payer peut-être un 7% de la dépense des fenêtres. Mais l'inspecteur, généralement, va faire juste l'intérieur, la partie intérieure privative du condo. C'est pour ça que les inspections de condo, on en voit moins. Par contre, c'est quand même fortement recommandé. Là. Puis par rapport aux fenêtres de condo, est-ce que c'est toujours... toutes les fenêtres sont toujours avec les parties communes ou ça arrive des fois dans des condos que les fenêtres vont être pour la partie privative? C'est du cas par cas. On en a vu tous les deux. C'est vraiment du cas par cas. Là. Parfois, les fenêtres appartiennent à l'unité. Parfois, les fenêtres appartiennent à la copropriété. Quand je dis l'unité, c'est vraiment le propriétaire du condo. Des fois, cette personne-là change les fenêtres puis les autres copropriétaires n'ont pas changé leurs fenêtres. Ça peut arriver, c'est plutôt rare. Par exemple, habituellement, je te dirais 90% du temps, les fenêtres appartiennent à la copropriété. Porte-fenêtre, toiture, revêtement extérieur, le terrassement, la fondation, tout ça, ça appartient généralement à la copropriété, au syndicat de copropriété. OK, parfait, super. Mélanie Boulay qui te demande, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une offre sous le prix demandé, sous le prix affiché d'une propriété? C'est sûr qu'on peut toujours faire une offre sous le prix affiché. Après ça, c'est de voir avec ce qu'il y en est avec cette propriété-là. Donc, ça dépend toujours de la propriété, du nombre de jours affichés. C'est sûr que si la propriété est affichée depuis une journée, qu'il y a 25 visites, qu'il y a d'autres offres d'achat qui sont rentrées déjà, faire un offre en dessous du prix demandé se fait. Mais est-ce que ça va être accepté? Tu sais, ça se pourrait que non. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Donc, voir vraiment avec cette propriété-là. C'est sûr que si la propriété est là depuis 3 mois, qu'il n'y a pas de visite, qu'il n'y a pas d'offre, on peut toujours faire une offre en bas du prix demandé puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait une promesse d'achat, donc on envoie une promesse d'achat, la personne a toujours quand même le choix de refuser ou de faire une contre-offre aussi. Donc, c'est-à-dire contre-offre, c'est que si jamais c'est en bas du prix demandé puis que peut-être que le vendeur voulait peut-être un peu plus ou quoi que ce soit, il peut nous revenir avec une contre-offre sur le montant que lui voulait. Donc, on peut tout le temps essayer d'y aller un peu plus bas au niveau de la marge de négociation pour ensuite de ça que le vendeur nous revienne avec le montant qu'il avait en tête. Puis j'imagine qu'il y a un seuil à ne pas franchir aussi. Là. C'est parce que ça m'est déjà arrivé personnellement qu'on a fait un offre, exemple 50 000 en bas du prix, puis finalement, le vendeur a été insulté, puis il a juste pas répondu, puis on l'a perdu. Même si l'acheteur était prêt à monter son prix, le vendeur a dit « Garde, moi je te vends pas parce que tu as fait un offre que je considère qui est insultante, donc comment on passe à un autre appel. » J'imagine qu'il y a un seuil à respecter aussi là-dedans. Tu veux pas aller trop bas, tu veux aller chercher le maximum pour ton client pareil. Là. Exactement. C'est sûr ou certain qu'il faut pas oublier aussi que la personne qui vend la propriété, habituellement, on aime notre propriété, on aime notre maison, donc il y a un côté émotionnel à l'intérieur de ça. Donc, c'est sûr que si on descend puis on fait vraiment une offre qui est très, très, très basse, ça peut faire en sorte que le vendeur va être insulté parce que lui, il aime sa maison, donc il pense que sa maison vaut le prix qu'il a affiché. Habituellement, c'est pas mal ça. Fait qu'en faisant un prix qui est vraiment plus bas, c'est sûr qu'il y a des risques qu'on froisse peut-être un petit peu le vendeur là, en faisant une offre plus basse. Donc, il y a un travail de psychologue à faire un peu aussi là-dedans. Ouais, exact. Des deux côtés. Un courtier immobilier, c'est un peu ça aussi. Là, on est là pour coacher nos clients aussi pour quand on fait l'offre. Puis justement aussi, c'est le fait de passer avec un courtier, c'est qu'on présente l'offre au courtier et au client, mais c'est sûr que le courtier il est là pour
aussi dire à son client, enlever le côté émotionnel. Donc, le courtier, lui, même chose aussi quand on fait des visites, le courtier, il va rentrer d'une façon froide, ça arrive souvent qu'on rentre avec des clients puis que c'est leur maison de rêve, puis, ils se voient déjà à l'intérieur, ils se voient déjà dans le salon, dans la cuisine, donc, ça fait qu'on a un côté émotionnel aussi on regarde pas le reste, donc le courtier est là vraiment pour enlever ce côté-là, parce que lui, il est neutre et froid, c'est pas lui qui magasine, il magasine pas pour lui, il magasine pour ses clients, donc c'est plus facile de conseiller dans ce temps-là quand on n'est plus à tête froide. OK, parfait. On a Ariane qui nous pose la question, à quel moment de l'année est le mieux pour vendre sa maison? Écoute, Ariane, le meilleur moment de l'année pour vendre sa maison, c'est toujours mars-avril, je te dirais. Tu sais, pour juillet d'après, le 1er juillet, beaucoup de gens, la plupart des gens en fait magasinent à ce moment-là de l'année pour déménager le 1er juillet. Donc mars-avril, c'est la grosse période. Tu vois, présentement, on arrive au mois d'octobre, puis on a beaucoup de listings qui sortent là aussi. Donc il y a une bonne vague à l'automne aussi. Septembre, octobre, novembre, c'est des très bons mois pour vendre. C'est la deuxième plus belle période de l'année. Tu vois, cette semaine, on a 3 listings là, qui sortent. C'est sûr que mars-avril demeure quand même la grosse période. Ça se vend quand même à l'année longue. On est capable de vendre ou d'acheter des propriétés à tous les mois. C'est juste que souvent, il y a moins de choix sur le marché, il y a moins de possibilités, ou il y a moins d'acheteurs aussi. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un peu plus compliqué. Caro Dars, une piscine hors terre ou un spa amène-t-il une hausse sur la valeur immobilière? Ça n'amène pas une hausse sur la valeur immobilière. Donc, je ne vendrais pas une maison plus chère parce qu'elle a une piscine creusée. Est-ce que ça amène un plus à la propriété? C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir, tout dépendant aussi des clients, qu'est-ce qu'on recherche. À même prix, si j'ai une maison qui a une piscine creusée puis si j'ai une maison qui n'a pas de piscine creusée, est-ce que mes clients cherchent ça? C'est sûr qu'ils vont y aller avec la piscine creusée. Mais c'est sûr qu'il faut savoir que le fait d'avoir une piscine dans la cour, ça fait pas en sorte que la propriété peut se vendre plus cher. Ça n'apporte pas de valeur. Là. Non, c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, une piscine creusée, c'est une certaine valeur. Par contre, c'est pas tous les gens qui aiment ça non plus. Exact. Il y a bien du monde qui veulent pas de piscine, qui vont la faire emblayer. Fait que pour eux, c'est un handicap plus que d'autres choses. Oui, c'est ça, exact. Ça dépend ce que le client cherche. C'est sûr, certain qu'il y a quelqu'un qui veut pas de piscine, puis que la cour, c'est juste une piscine creusée avec le trottoir de ciment puis le beau terrassement. Ben pour lui, ça sera peut-être pas quelque chose qui va être un plus pour lui. Là. OK, excellent. Bon, ben je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Ça va être la fin de nos questions pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux. louisdesrochers.com aussi, le site web qui est toujours facile d'accès. Et vous pouvez nous envoyer aussi vos questions au info@louisdesrochers.com. Puis on va répondre à tout ça lors du prochain